Donc, merci à toutes et à tous d'être venus pour la dernière session des JDLL cette année. Donc, je me présente, je m'appelle Fabrice Moirtem, je travaille pour CryptPad, chez CryptPad, qui est donc une. Enfin, je vais vous le présenter, du coup, c'est une suite Office collaborative chiffrée de bout en bout. Et je vais vous présenter comment est-ce que CryptPad peut vous aider à protéger vos données à l'aide de la cryptographie. Donc, avant d'arriver à ces questions-là, donc, il faut se demander qu'est-ce qu'on cherche en fait à protéger au final. Donc, on va chercher à protéger nos données, donc nos données sur Internet, en l'occurrence nos données informatiques. Et donc la question est quelles sont nos données sur Internet. Donc elles vont être de plusieurs types. Donc on peut avoir les messageries instantanées, donc, où il peut y avoir par exemple Signal qui va essayer de les protéger. On va avoir les réseaux sociaux quelque part, les pages web avec les protocoles web, HTTP, etc. Les services cloud de plus en plus qui vont chercher, enfin pour le stockage des données, mais pas que, aussi leur manipulation. Et donc pour pouvoir définir la manière dont on travaille sur ces données, il va y avoir ce qu'on appelle différents protocoles qui vont définir comment, enfin la manière dont les ordinateurs vont interagir entre eux. Donc par exemple, HTTP va dire je peux demander une ressource et on va me répondre quelque chose avec en plus des fonctionnalités en plus, type les requêtes POST qui permettent d'envoyer des fichiers par exemple ou des données plus grosses, etc. Donc c'est XMPP pour la messagerie instantanée, IMAP pour l'email, etc. Et donc du coup, quand on a ce genre de connexion entre différents ordinateurs qui est mise en place, ces données-là, donc HTTP par exemple sans le S, vont envoyer les données en clair. C'est historique, c'est comme ça que c'était fait. Ça permet de définir proprement les protocoles. Et on peut relativement facilement, du coup, protéger ces données en transit via SSL, TLS, donc des couches de sécurité supplémentaires qu'on rajoute qui permettent de pouvoir ajouter de l'authentification, qui permettent de pouvoir valider que les données n'ont pas été modifiées entre-temps, qui permettent de valider quelque part, du coup, l'identité de la personne avec qui on communique, etc. Donc je vais expliquer aussi plus tard en quoi ce en transit est important. Et donc on peut se demander maintenant qui a accès à ces données. Mais ce n'est pas exactement la bonne question puisque, on peut se demander qui a accès à ces données, à quel point nos données sont sensibles. Donc en fait il y a ces deux questions. Donc, à quel point ces données sont sensibles, ce n'est pas exactement la bonne question puisque on a vu par le passé qu'il y a eu des cas où, donc bon, là je prêche un peu à des convaincus, mais il y a eu des cas par le passé où comme par hasard, les big tech, donc les grosses entreprises du numérique, ont fait des actions sur des données, sur des données qu'on pourrait penser, à usage personnel ou pas exactement. Et donc, par exemple, là, le premier exemple date de l'année dernière, un peu plus, c'est du 10 mai 2024, où du coup, il y a une autrice, Renée K, qui est une autrice de romance, et qui utilisait du coup Google Docs pour partager ses écrits avec d'autres personnes pour avoir des retours avec ses éditeurs, etc. Éditeurs, éditrices. Et cette autrice s'est rendue compte un jour, en se connectant à son compte Google pour regarder s'il y a eu des commentaires sur ses messages, etc. ou autres, que son compte a été simplement bloqué. Elle n'avait plus accès à ses fichiers. Donc je ne sais plus combien de. Enfin, dans l'article c'était écrit, mais je ne sais plus combien de nombre de mots ont été perdus, mais c'est globalement l'équivalent de quelques romans. Et elle a perdu donc beaucoup de données comme ça, parce que Google avait lancé son algorithme d'IA sur les données des utilisateurs et utilisatrices, s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des trucs un peu chauds, et s'est dit que ça, c'est pas du contenu autorisé chez nous. Donc on bloque. Très bien. L'autre exemple du coup présenté ici est un peu plus ancien. C'est de 2021, c'est ça? Ouais, assez ancien. Et du coup, ça date des Farmers' Protest en Inde, donc d'une révolte des agriculteurs en Inde, où du coup, il y a eu, en gros, des activistes ont ont conçu ce qui s'appelle le Farmers' Toolkit, qui est en gros un document qui expliquait comment pouvoir faire une action collective de manière efficace, parce que du coup, de base, les différents groupes d'agriculteurs en Inde ne faisaient pas forcément une action unie, mais étaient juste pas forcément d'accord avec la manière dont les taxes étaient gérées, dont l'État indien gérait leur secteur. Et donc, du coup, au final, la police indienne a voulu savoir d'où venait ce document, et ce document avait été rédigé sur Google Docs, et donc
Et donc des personnes ont été des activistes du climat ont été arrêtés du coup à partir de là. Donc j'ai oublié les noms exactement, mais bon, c'était une activiste de Bangalore. Et du coup, ils se sont fait arrêter parce que Google a donné les informations à la police indienne. Et donc, il y a tout ce genre d'informations-là où en fait, lorsqu'elles sont utilisées, on ne se pose pas forcément la question de qui a accès à ces données, de comment elles peuvent être mal utilisées. Et donc, en fait, au final, la question n'est pas à quel point les données sont sensibles, mais surtout, comment les protéger. Et donc, pour ça, il y a quelque chose de très sympa qui a été inventé, ça s'appelle la cryptographie. Et là, on va parler du chiffrement. Donc, le chiffrement, à la base, c'était utilisé pour protéger les secrets militaires. Donc là, on a un exemple de cryptographie homemade, une CITAL, où en gros, on avait un texte écrit sur une bande, et si on avait une tige qui avait le bon diamètre, dans ce cas-là, on pouvait déchiffrer le message. Donc on l'écrivait, donc les deux personnes partageaient la même clé qui va être le rouleau, et puis on enroule, on écrit, on déroule, on fait passer le message où il y a du coup des lettres écrites un peu qui semblent aléatoire. Donc c'est un chiffre par permutation des positions, mais bon. Et à la base, du coup, c'était fait pour protéger les secrets militaires, et pendant très longtemps, ça a été le cas. C'est aussi pour ça on a encore des textes qui sont chiffrés avec Wigner, mais comme on n'a pas assez de corpus, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Enfin, on sait pas encore on n'a pas réussi à les déchiffrer. Mais de manière plus moderne, du coup, un chiffrement, ça va être un mécanisme, ça va être un ensemble de 3 algorithmes, donc une génération de clés, qui va générer une clé de déchiffrement et une clé de chiffrement. On peut chiffrer un message, on peut cacher le contenu d'un message, le mettre dans une boîte et la fermer avec une clé. Du coup, par un autre algorithme, on peut les chiffrer. On obtient ce qu'on va appeler un chiffré, un message caché. Et on a un dernier algorithme qui permet, à partir d'un chiffré et d'une clé de déchiffrement, pouvoir retrouver le texte initial, donc pouvoir ouvrir la boîte dans laquelle on a mis notre secret. Et en fait, donc là, ça peut marcher. Si on n'a pas mis la bonne clé, ça ne marchera pas, ça peut produire rien. Ou alors ça peut juste produire des bits aléatoires. Généralement, c'est ce qui va se passer parce qu'on n'a pas envie de lever des erreurs si jamais on n'a pas réussi le déchiffrement. Ça a mené à des attaques en 92, typiquement sur SSL. Ça commence à remonter un peu, mais il y a des attaques qui ont pu être menées, Bleichen-Barrer à l'époque. À partir de là, donc là, on rentre dans les détails techniques, mais globalement, ça fonctionne comme ça. Et ensuite, vous avez pu avoir entendu parler de chiffrement symétrique ou asymétrique. Et la distinction, c'est simplement que si la clé de déchiffrement et de chiffrement est la même, on va parler de chiffrement symétrique puisqu'on va avoir la même clé. Donc typiquement, là, ici, c'est la même clé puisqu'on a le même tube. Mais mathématiquement, on peut réussir à avoir des clés différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cet exposé. Et donc du coup, maintenant qu'on a défini ce qu'était un mécanisme de chiffrement, on peut se demander, c'est bien sympa tout ça, mais comment est-ce qu'on va définir sa sécurité? Qu'est-ce qui fait qu'il va être sûr? Donc il va y avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir regarder. On va pouvoir regarder face à quel type d'attaque il va être... à quel type d'attaque il va pouvoir résister. Donc est-ce qu'on va pouvoir retrouver la clé? Est-ce qu'on va pouvoir juste deviner quelque chose sur le message, réussir à extraire une information? Généralement, plus le système est sûr, du coup, moins on va pouvoir réussir à extraire d'informations. Et pour les systèmes théoriques, la règle, c'est de dire on ne peut pas extraire ne serait-ce qu'un bit d'information, pas deviner un seul bit d'information sur le message initial. Et les capacités adversariales, puisque du coup on ne peut pas parler de sécurité si on ne parle pas de ce que peut faire un adversaire possible. Donc il y a des attaques actives où l'adversaire peut changer le contenu des messages et voir ce qui se passe. C'est pour ça que je parlais justement tout à l'heure du fait que si jamais le déchiffrement ne fonctionnait pas, il ne faut pas lever une erreur, il ne faut pas dire « ah, ça n'a pas marché », sinon l'adversaire peut récupérer de l'information à partir de ça. Enfin, peut parfois y arriver. Et ensuite, une fois qu'on a défini ça proprement, on va avoir des mécanismes de validation. Donc, il peut y avoir des preuves théoriques. Donc, ça va être des preuves de sécurité où les chercheurs en cryptographie vont partir de la définition, des différentes définitions de certaines hypothèses calculatoires. Par exemple, sur tout ce qu'on a à l'heure actuelle, RSA, par exemple, va reposer sur la sécurité, je parle avec l'air, mais vaguement sur la sécurité de la factorisation. Et du coup, on a cette hypothèse de sécurité qui dit factoriser des très gros nombres, c'est difficile. Et à partir de ça, du coup, on réussit à prouver que si jamais on cassait le système, alors on pourrait casser la factorisation. Et comme on a dit que c'était difficile, du coup, on n'y arrive pas. On a aussi des modèles idéaux, ce qui se passe parfois dans le chiffre, en symétrique, mais pas que, où en fait on va idéaliser, parce que du coup faire des preuves mathématiques, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Et donc en fait, au lieu de travailler sur nos vrais modèles actuels, on va simplifier le
simplifier le modèle pour pouvoir faire des choses. Donc, par exemple, il y a le modèle de l'oracle aléatoire qui va considérer que la sortie d'une fonction de hachage est un aléa pur, ce qui n'est pas vrai en pratique, puisque du coup, c'est un algorithme qui est appliqué à une graine aléatoire, mais du coup, nous, on va supposer que la sortie est vraiment aléatoire, et on a juste une fonction, donc c'est-à-dire que on va le simuler par un algorithme qui prendrait l'entrée, enfin la seed en entrée, la graine en entrée, sortirait une sortie aléatoire, et du coup, le garderait dans une table, et pour que ça reste une fonction, pour que ça ait des sorties cohérentes. Et enfin, il y a les attaques classiques, donc les attaques différentielles, les attaques... enfin, toute la cryptanalyse, du coup, on va essayer de casser le système en pratique et dire, ben voilà, donc nous, on sait que habituellement, ce genre d'attaque va fonctionner. Là, on a essayé sur ça, sur toutes ces familles-là, on les a essayées, ça n'a pas marché. Donc, on peut dire que, pour l'instant, on croit que c'est sûr. Mais il y a toute une partie où on va pouvoir réussir à avoir des vraies preuves théoriques, d'autres où ça va être plus empirique, mais globalement, il y a tout un jeu de chat, de souris, de définition de sécurité, d'ajustement pour réussir à trouver des compromis qui marchent bien dans la vraie vie. Et bon, tout ça c'est sympa, mais en fait, en pratique, la sécurité informatique ne va pas reposer sur la cryptographie. La cryptographie, comme j'ai dit, est quand même assez éprouvée. Et au final, quand on va chercher à rentrer, on ne va pas passer par la porte, on va essayer de trouver des failles. Typiquement, là, il manque des barrières. Donc, on va simplement contourner le problème, même si, bon, là, en l'occurrence, la porte n'a pas l'air très sûre. Mais donc, c'est ça. Donc, en pratique, les attaques ne vont pas viser la cryptographie en soi. Et il y a ensuite autre chose sur le chiffrement, c'est le chiffrement de bout en bout. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de protection des messages en transit. Donc là, c'est exactement ce qui va se passer dans le premier cas. Hop, ici. Où du coup, on peut avoir... par exemple, là, on va prendre l'exemple du stockage dans le cloud. Donc, on va avoir une première personne ici qui va vouloir envoyer des messages sur le cloud. Ces messages vont être protégés, vont être chiffrés en transit par TLS, par exemple. Mais par contre, une fois qu'ils arrivent sur le serveur, ils vont être déchiffrés et stockés en clair sur les serveurs. Ça, c'est pas forcément cool parce que du coup, ça veut dire que les administrateurs ou administratrices du système peuvent avoir accès aux messages. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Google ou de Facebook. C'est qu'ils ont accès à toutes les informations et ils peuvent en faire ce qu'ils ou elles veulent. Et donc, du coup, ça, c'est pas du chiffrement de bout en bout. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Il y a encore un cas qui n'est pas décrit ici parce que sinon le diapo aurait été trop chargé. Mais il y a aussi des offres, typiquement de proxy inverse, comme Cloudflare, qui vont par exemple proposer de protéger vos connexions par TLS et en plus les protéger pour éviter des attaques par des nids de service, etc. Mais en fait, en offrant la protection de la connexion assurant le service, on rajoute un nouveau point ici qui va pouvoir déchiffrer en plus des administrateurs ou administratrices et de vous-même. Donc c'est aussi encore rajouter un nouvel angle d'attaque. Ensuite, il y a des solutions. Donc ça, c'était un peu ce que faisait Nextcloud par le passé et ce que font d'autres personnes aussi. C'est faire du chiffrement at rest, chiffrement au repos, où du coup, on va envoyer nos messages pour être stockés dans le cloud, pour être stockés. En arrivant, ces messages ne vont pas être stockés en clair comme précédemment parce que, vous comprenez, la sécurité c'est important. Donc ils vont être chiffrés avec une clé qui appartient à l'entreprise qui vous offre le service. Mais en fait c'est complètement cosmétique, ça sert absolument à rien puisque du coup les administrateurs ou administratrices peuvent toujours regarder les messages, ils ont accès à la clé quelque part dans leur base de données. C'est quand même un peu mieux parce que si c'est sur deux machines différentes et que la base de données fuite, la clé reste quand même... cette clé protège quand même les données qui auraient pu fuiter si tout le système n'a pas été compromis, mais ça ne protège pas du type d'attaque précédemment, comme j'avais expliqué, où on pourrait imaginer l'utilisation de nos données sans notre consentement pour l'entraînement dans des réseaux de neurones ou autres. Pardon. Oui. Nextcloud, c'est dans ce cas-là. Nextcloud, alors par défaut, ça va être dans ce cas-là. Maintenant, on peut le paramétrer pour faire du chiffrement de bout en bout, mais c'est pas forcément... ça ne va pas forcément être le défaut. La configuration il faut creuser un peu pour le faire, donc c'est pas. Oui, c'est ça. On peut pas. Il ne l'offre pas par défaut. Mais l'option est possible. Mais c'est possible. J'ai un tableau plus tard qui va à peu près un peu résumer ça. Et finalement, la meilleure solution, c'est le chiffrement de bout en bout. Du coup, pour la captation, du coup, la question c'était Nextcloud était effectivement dans ce cas-là.
Et du coup, le chiffrement de bout en bout, du coup, c'est où cette fois-ci, on va chiffrer, chiffrer côté client avec notre clé à nous qu'on a générée nous-mêmes, donc que le serveur ne peut pas deviner. Et on va simplement lui envoyer les données chiffrées et récupérer les données chiffrées et déchiffrer ensuite à la fin. Alors, dans ce cas, les administrateurs et administratrices n'ont pas accès aux données. En pratique, ce n'est pas aussi clair parce qu'il y aura des métadonnées qui seront nécessaires pour pouvoir réussir à récupérer les fichiers. Donc, il y a quand même quelques informations qui vont fuiter. Mais dans l'idée, c'est quand même beaucoup mieux puisque même si les données fuitaient, et je vais montrer plus tard que c'est possible, même dans le cadre légal, si les données fuitaient, du coup, personne ne peut en faire quoi que ce soit sans les clés des utilisateurs ou utilisatrices. Et donc finalement, ce qui est important, ce n'est pas tant le chiffrement, mais les extrémités, là où les messages arrivent en clair. Et parfois, ça peut être difficile à suivre. Typiquement, comme je disais précédemment, s'il y a du Cloudflare au milieu, on n'y pense pas forcément et pourtant c'est logique puisque du coup c'est à ce service-là qu'on offre la possibilité de protéger les communications. Sauf si on a effectivement fait du chiffrement bout en bout depuis le début. Donc là, le problème c'est que si on fait ça, on crée encore d'autres failles, d'autres points de vulnérabilité. Parce que du coup, la gestion des clés devient primordiale. C'est très important de faire ça correctement et c'est pas une question facile finalement. Et enfin, du coup, là, c'est mon conseil, c'est du coup, au final, il faudrait privilégier les solutions chiffrées de bout en bout. Donc il y en a plein. Donc, par exemple, pour la communication, oui. Oui. C'était juste une question sur justement les solutions. Est-ce que Cryptomator, j'entends souvent parler de Cryptomator pour chiffrer son cloud sur des Dropbox ou autre. Je ne sais pas si ça vous parle en fait, ou c'est un outil quand même de chiffrer à la volée. C'est ça qui parle, et je me demandais si dans ce genre de cas, Alors, c'est hors sujet. non, je connais pas Cryptomator, mais donc de ce que j'ai compris, du coup la question c'était par rapport à Cryptomator, comment ça s'inscrit dans ce cadre-là. Mais si j'ai bien compris le fonctionnement par rapport à ce que tu as décrit, ça va chiffrer tes données de ton côté. Donc au final, on va effectivement se retrouver dans ce cas, puisque du coup, sauf que bon, après je ne sais pas comment Cryptomator gère ses clés, mais du coup tu vas déléguer la gestion des clés à Cryptomator, mais on va se retrouver dans ce cas, puisque du coup les clés sont générées de ton côté, et tu vas envoyer au cloud uniquement des données chiffrées. Mais effectivement, j'ai déjà vu des solutions comme ça, mais je n'ai pas regardé en détail ce que ça donne. Mais oui, c'est un moyen. C'est un moyen. Et du coup, donc comme je disais, du coup, ce qui va être intéressant, ça va être de privilégier les solutions chiffrées de bout en bout. Donc là, par exemple pour la messagerie instantanée, Signal le propose. Dans XMPP, il y a Wemo qui l'offre aussi, pour parler de solutions libres, même si le protocole Signal est libre. Et on peut aussi utiliser SyncThing, par exemple, alors là, du coup, SyncThing, c'est un cas un peu particulier parce que du coup, c'est être des communications pair à pair. Donc, comme il n'y a pas de serveur au milieu, forcément, les communications sont protégées avec TLS. Du coup, de fait, ça va être chiffré de bout en bout. Ou encore CryptPad, que je vais vous présenter un peu après. Et hop. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas toujours possible parce qu'on va avoir des cadres. Typiquement, au travail, on va avoir les solutions qui vont être imposées par nos employeurs ou par les employeurs. On peut parler à des personnes typiquement, qui ne vont pas forcément avoir accès à un smartphone, ne serait-ce que ça. Surtout dans les milieux militants, ça devient plus compliqué. Du coup, les questions type signal, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Les SMS, on sait que ça peut être intercepté par des IMSI catchers et autres. Donc, non, c'est pas toujours possible, mais dans l'idéal, il faudrait le faire. D'autant plus que, là, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que c'est pas la cryptographie qu'on va attaquer, mais du coup, en fait, la sécurité ne s'improvise pas. Là, par exemple, il y a un exemple d'attaque par canaux auxiliaires où, pour attaquer les données sur une carte à puce, donc là, c'est un exemple d'attaque par analyse de puissance, où du coup, on va simplement regarder ce qui se passe lorsqu'on va lire la carte à puce, ou écrire des trucs, ou faire des opérations dessus, et regarder ensuite les données électroniques, donc des données annexes, c'est pour ça qu'on parle de canaux auxiliaires, les données auxiliaires, pour réussir à obtenir des informations. Et en fait, ça peut mener à des attaques assez puissantes. Je n'ai pas donné d'exemple parce que ce n'est pas le but, c'est juste pour présenter. Mais par exemple, si on implémente mal l'exponentiation pour RSA, l'exponentiation pour RSA, par exemple, on peut lire la clé directement sur la courbe de l'oscilloscope. Donc c'est assez sécuriser un système, ça ne s'improvise pas. On peut passer à côté de beaucoup de choses. Bon, après, là, c'est le cas c'était embarqué, donc c'est encore un cas à part, mais voilà. Et donc la sécurité ne s'improvise pas, mais même sans aller jusqu'à un système où on peut imaginer un adversaire qui possède tout ce matériel, il peut y avoir l'hameçonnage par exemple, qui peut être
où les personnes peuvent se faire avoir relativement facilement. Il y a les keyloggers. Là, récemment, on a reçu. Ouais, donc il peut y avoir les keyloggers qui permettent de faire fuiter des données. Donc faire aussi assez attention à ça. On ne peut pas forcément tout sécuriser. Ça peut arriver sur des machines qu'on ne contrôle pas forcément. Il y a les fuites de données. Donc là, par exemple, là à côté, il y a un exemple de l'infrastructure du parti pirate allemand qui avait été saisi par la police allemande en 2022 pour chercher des données par rapport à des fuites liées à la réunion du G7. Et en fait, il s'avère qu'au final, ça a été diffusé sur CryptPad et rien n'a fuité. Mais du coup, ça c'est aussi quelque chose qui peut arriver de manière complètement légale, parce que du coup, c'est une saisie par la police. Donc, c'est ce que je disais, les administrateurs peuvent voir, donc si eux peuvent voir, du coup, si jamais ça arrivait, du coup, la police pourrait aussi savoir ce qui se passait, ou une autre autorité. Et ça peut aussi simplement être des oublis de mise à jour logicielle, des failles de sécurité. Il peut y avoir plein de sources d'entrée, plein de vecteurs d'attaque. Et donc oui, donc la sécurité ne s'improvise pas. Et en plus, du coup, la sécurité, comme je disais, c'est pas que le chiffrement. Parce que Proton, par exemple, avait aidé à identifier un activiste catalan, il me semble. Oui, je crois qu'on voit à peu près un peu le drapeau de la Catalogne. Un activiste catalan, parce que du coup, Proton, qui offre des mails chiffrés, a donné des informations puisqu'elle les avait. Puisque du coup, il avait rentré une adresse email de récupération et ça a permis de remonter toute la chaîne. Et la sécurité, il y a plein d'autres choses. Il y a plus que le chiffrement. Comme je disais, il y a l'authentification, vérifier que les données sont bien les bonnes. Il y a un problème très important, c'est c'est valider l'identité des gens, s'assurer de parler aux bonnes personnes. Ça aussi, c'est un autre problème assez important. Il y a la gestion des droits, pouvoir gérer les droits de manière fine et le protéger par des moyens, par exemple cryptographiques, mais pas que. La révocation. On va avoir d'autres choses. Spécifier les modèles de menaces, typiquement, c'est du coup dire qu'est-ce qui va être important pour moi, qu'est-ce qui ne va pas être important, sur quoi je peux faire des compromis finalement, qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce qui est inacceptable pour moi. Et donc, en vertu de tout ce qui a été dit précédemment, du coup maintenant je vais présenter CryptPad. Donc CryptPad, qu'est-ce que c'est? Donc le but c'est d'offrir des solutions de collaboration. Donc pour permettre l'édition de documents entre plusieurs personnes. Et du coup, ça c'est assez important de protéger ça, parce que du coup, par exemple, la NOIB avait montré l'année dernière du coup que beaucoup d'instituts scolaires vont passer par Microsoft, la suite Office. Mais que du coup, celle-là ne respecterait pas forcément le RGPD ou d'autres, par le Privacy Act et d'autres, et que du coup, Microsoft dit que c'est pas de sa faute, c'est de la faute des écoles qui ont accepté les contrats et que c'est elles qui sont sur le territoire européen, etc. Bon bref. En tout cas, ça montre bien que la privacy, la confidentialité des données et leur utilisation du coup est quand même assez importante, notamment sur les personnes un peu plus vulnérables comme là en l'occurrence les enfants. Et du coup la question c'est, donc on parlait de collaboration, donc qu'est-ce que la collaboration? La collaboration, c'est permettre à plusieurs personnes de pouvoir travailler ensemble. Et il y a plusieurs solutions pour ça. Donc, on peut utiliser par exemple des dossiers synchronisés. C'est le plus simple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'appelle Syncfing. Par rapport à Cryptomator et l'utilisation d'autres choses, ça va être aussi rentré dans ce cadre-là. Utiliser avec Dropbox par exemple. Les avantages, c'est que c'est facile à mettre en place. On va avoir un dossier partagé qui fonctionne comme un dossier normal, quelque part, comme un dossier sur son ordinateur. On va éditer des fichiers. D'autres personnes vont éditer les fichiers et puis les fichiers vont être modifiés en live. Mais là, j'ai parlé d'enregistrement et donc ça peut créer des conflits. Puisque du coup, si on enregistre et qu'une autre personne enregistre aussi entre-temps, ça va créer des conflits et qui vont être plus ou moins gérés. De mémoire, Syncfing les gère absolument pas bien. Elle va créer les deux versions avec des timestamps et ensuite, après, c'est à nous de remerger à la main. C'est pas forcément très agréable à faire. Après, il y a les gestionnaires de versions, donc, comme Git par exemple, ou d'autres, qui vont permettre justement de faire de la collaboration. C'est pas utilisé pour le code, ça peut être utilisé pour d'autres choses dès qu'il va y avoir des fichiers texte, mais globalement, ça permet l'avantage, c'est que ça permet de gérer facilement les conflits, mais les inconvénients, c'est que là, précédemment, j'ai parlé typiquement de code, c'est assez répandu chez les développeurs et développeuses, mais ingénieurs aussi,
Mais le truc, c'est que ça nécessite une certaine courbe d'apprentissage pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour gérer. La gestion des conflits est relativement facile, mais il faut apprendre à la faire. Donc il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas forcément évidente. Et enfin, il va y avoir les solutions dédiées, les solutions clés en main, comme Overleaf par exemple, pour faire du LaTeX de manière collaborative. L'avantage, c'est que ça va être facile. On aura le document, les gens vont l'éditer. On va voir les modifications se faire en live. On n'a pas besoin de gérer ces histoires de sauvegarde, etc. Mais par contre, ça va être restreint à un usage unique. Typiquement, Overleaf, c'est uniquement pour éditer du LaTeX. On ne va pas pouvoir faire des éditions de feuilles de calcul avec. Ou alors on les fait en LaTeX avec les formules en tech, ce qui n'est pas forcément très très facile à faire. Mais du coup, on est assez limité. Et donc, on va avoir ah oui, pardon. Et du coup, nous, on va se placer dans le cadre de la solution dédiée pour CryptPad. On offre une suite Office collaborative intégrée. Et du coup, par rapport à ces solutions, du coup, on va avoir plusieurs acteurs. Donc, comme je disais précédemment, il y a Office 365, qui est un des plus gros acteurs. Le problème, c'est qu'il n'est ni libre ni chiffré de bout en bout, mais a l'avantage de supporter tous les formats Office disponibles. La même chose pour Google Docs. On a aussi OnlyOffice qui est presque. Alors, j'ai mis non pour libre parce qu'en fait, le serveur n'est pas complètement libre. C'est de l'open close core ou quelque chose comme ça. Où du coup, seule la partie client est libre et la partie et la conversion aussi, mais pas leur serveur document server d'ailleurs, et n'est pas chiffré de bout en bout. Il y a Proton qui propose aussi une solution chiffrée de bout en bout, mais qui n'est pas libre. C'est une collaboration avec mince, j'ai oublié le nom, Machin Notes, Advanced Notes, je crois. Enfin, j'ai le nom qui apparaît un peu plus tard, il me semble. Mais du coup, Proton Docs a une solution aussi d'édition de documents collaborative qui ne fonctionne qu'en interne et qui est chiffrée de bout en bout et qui n'est pas libre. On a ensuite Collabora. Donc toutes ces solutions-là sont collaboratives. On a aussi Collabora qui est la version. Pour faire simple, du coup, la version collaborative en ligne de LibreOffice, c'est basé sur LibreOffice, du coup, qui est libre, qui ne supporte pas le chiffrement de bout en bout, et qui est compatible avec les formats Open Documents et nécessite d'importer les autres formats Office et faire quelques manipulations. La même chose pour Nextcloud. Nextcloud, du coup, qui est libre. Comme j'ai dit précédemment, elle peut être chiffrée de bout en bout ou non, ça va dépendre des configurations côté serveur. Et la même chose, en fait, Nextcloud, du coup, est un logiciel de cloud et les intégrations de collaboration, en fait, vont dépendre de ce qui va être utilisé. C'est-à-dire, ça va être soit Collabora, soit OnlyOffice. Et du coup, cela va définir, en fait, à quel point elle va être compatible Office. Après, je crois qu'il y a aussi d'autres plugins, mais moins intéressants. Et enfin, on a CryptPad, bien entendu, la meilleure solution, où du coup, on a une solution libre. On en a GPL v3. On est chiffré de bout en bout. Et enfin, on utilise seulement la partie client d'OnlyOffice, du coup, on profite de leur compatibilité Office. Et donc, on a donc toute cette suite d'applications où on peut éditer avec CryptPad. Donc, typiquement, CryptPad, c'est ça, c'est une suite Office collaborative chiffrée de bout en bout où on a de la collaboration, de la confidentialité, et on les a tous ensemble dans CryptPad. Et donc maintenant, la question est pourquoi est-ce qu'on a conçu quel est l'objectif de CryptPad, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc l'objectif de CryptPad en tant que produit, l'objectif de CryptPad, c'est de pouvoir offrir la collaboration sécurisée à tout le monde, à toutes et à tous, et que cela soit facile en fait, qu'on n'ait pas, par exemple avec PGP, à devoir gérer ses clés soi-même, à devoir échanger ses clés, à se dire « Ah mince, maintenant j'ai renouvelé, du coup il faut que j'envoie à tous mes contacts ». Tout ça va être géré à l'intérieur même de CryptPad. Et ensuite, CryptPad est conçu autour de la cryptographie. C'est-à-dire que tout autour de… Par exemple, la gestion des droits, comme je disais précédemment, la gestion des droits, savoir qui aura accès à un document, c'est géré par des clés cryptographiques. Si une personne n'a pas accès à une clé de déchiffrement, elle ne pourra pas lire le document, de fait, puisque du coup, puisque la cryptographie est solide. Et du coup, donc, on va avoir par exemple l'identification qui va se faire de la même façon que Proton, c'est-à-dire qu'on va prendre le nom utilisateur et le mot de passe, on va les concaténer, on va les passer par une fonction de dérivation de clés, et à partir de là, on va commencer à dériver les clés qui vont être utiles pour la suite. Là où je disais précédemment que Proton avait les données, c'est parce que la personne avait mis un email de récupération. Mais de base,
Bon, déjà, nous, on n'a pas d'email de récupération, on n'a pas de récupération, donc on n'a pas ce problème. Euh, et donc, voilà, donc on va avoir vraiment tout CryptPad qui va être construit sur ce principe-là de tout va être construit autour de la cryptographie. Donc là, le dernier point, c'était ce que je vous disais sur la gestion des droits, avec du coup des signatures cryptographiques pour valider l'écriture. C'est-à-dire que chaque patch, chaque édition qu'on va envoyer va être vérifiée par le serveur via ses clés de signature, etc. Et après, on a aussi des mécanismes plus complexes comme les formulaires. Donc là, récemment, il y a eu les Nations Unies qui ont fait un formulaire, qui ont fait un sondage, et du coup, pour ça, ils ont utilisé CryptPad. Et du coup, la gestion des droits de ce formulaire, donc les personnes qui ont le droit de voir les résultats, les personnes qui ont le droit de répondre au formulaire, les personnes qui ont le droit de modifier les questions, etc. Tout ça va être fait par un agencement de chiffrement et de signature. Et il y a tout le détail est disponible. Enfin, on a les documents qui l'expliquent, on a un white paper qui l'explique. Et du coup, une petite parenthèse historique par rapport au nom. Donc, CryptPad, à la base, est né il y a 10 ans. Enfin, il est né il y a 10 ans, oui, chez XWiki. XWiki, du coup, qui est un wiki d'entreprise, qui est un wiki programmable. Et du coup, le but était, à l'époque, de faire des éditions de pages de wiki en temps réel. Donc, ça, c'est offert par certaines solutions de wiki. Et XWiki aussi maintenant, du coup. Et en fait, quand le prototype a été fait, le prototype avait été fait chiffré de bout en bout parce que l'ingénieur qui s'en est occupé s'est dit ben, tiens, on peut le faire, donc pourquoi pas. Et donc, on est arrivé à une édition collaborative de texte, donc la page wiki. Et donc, c'est venu de là, crypto plus pad. Et en fait, il s'avère qu'un fichier texte, c'est énormément de choses en informatique. Il y a beaucoup de choses, typiquement, ben là, bon, je suis passé vite tout à l'heure, mais du coup, un Kanban, donc un Kanban, par exemple, ça va être une table avec plusieurs colonnes. Et en fait, on peut le représenter par un fichier JSON. Un fichier JSON, c'est un fichier texte. Et du coup, on peut utiliser CryptPad pour faire l'édition collaborative. Et derrière, du coup, mettre par-dessus l'interface. Et en fait, on a fait ça pour toutes les applications, une par une, ou alors faire de l'intégration, comme pour OnlyOffice, où on s'est rendu compte qu'en fait, le serveur d'OnlyOffice, il servait juste à transmettre l'information à toutes les parties, et que le client faisait tout le travail. Et ça, c'était parfait pour nous, parce que du coup, nous, tout ce qu'on avait à faire, c'était récupérer ce que le client disait au serveur d'envoyer à tout le monde, juste le chiffrer, et le faire passer par notre système pour l'envoyer à tout le monde, et après, ensuite, sur chaque client, on réintégrait les modifications. Donc en fait, on a une sorte de fork d'OnlyOffice, du client d'OnlyOffice, adapté à CryptPad, et qu'on maintient du coup. Et du coup, à ce jour, on est toujours chez XWiki, on est toujours supporté par XWiki, puisqu'on n'a pas encore l'équilibre financier nécessaire pour être une entreprise à part, par exemple, ou autre. Mais pour l'instant, on est chez XWiki, qui est une entreprise qui est assez proche du libre, XWiki qui est open source aussi, donc sous licence LGPL, c'est très bien. Et donc, du coup, à la base, quand on arrive sur CryptPad, on va avoir un Crypt Drive. C'est le gestionnaire de fichiers, simplement, où on va avoir accès à tous nos fichiers, pouvoir faire de la recherche sur les noms seulement, etc. Donc, comme je disais, du coup, dedans, on a l'explorateur de fichiers, on peut avoir des fonctionnalités de collaboration un peu plus poussées, comme la gestion des équipes, qui permet de pouvoir partager les documents dans une équipe, partager des agendas dans une équipe, etc. On peut avoir des dossiers partagés pour partager avec d'autres personnes, donc c'est pour avoir une gestion plus fine par rapport aux équipes, ou par exemple l'équipe, nous on a une grosse équipe avec tous nos fichiers de travail, mais on peut parfois avoir envie de collaborer avec d'autres personnes à l'extérieur. Et dans ce cas, on va créer un dossier partagé qu'on va envoyer à ces personnes-là, et elles pourront voir les fichiers, les éditer, etc. Et avoir accès à tout ce qui est dans le dossier partagé. On s'occupe de la gestion des clés aussi également, donc du coup vous nous faites confiance pour ça, mais du coup tout est fait de votre côté, tout est fait côté client, mais du coup, tout est géré par XWiki, par CryptPad, par logiciel. Par le logiciel. Et du coup, on a aussi un système de patterns, de modèles. On peut créer des documents à partir de notre modèle, etc. On a un système d'étiquettes parce que du coup, il y a un truc, c'est qu'on n'a pas la recherche plein texte. On ne peut pas chercher dans les fichiers puisqu'ils sont chiffrés. Côté client, on ne va pas déchiffrer tous les fichiers du drive parce que ça peut être très vite lourd, surtout quand on a un gros drive. Et du coup, on a une recherche par nom et par étiquette. Par exemple, on peut taguer des présentations dedans, on peut mettre des étiquettes pour différents types de fichiers pour faciliter la recherche. C'est un peu old school, mais en même temps, on n'a pas mieux pour l'instant. Alors là, j'ai mis pas encore, parce qu'on est aussi en train de travailler sur la recherche sur données chiffrées, donc ce qu'on appelle le Searchable Symmetric Encryption, mais on ne s'engage en rien, enfin on ne va pas promettre des choses qu'on n'est pas sûr de
de livrer parce qu'on est aussi une petite équipe, ça je vais aussi vous le dire tout à la fin. Et donc, une fois qu'on est dans le Drive, on peut avoir accès à différentes applications. Donc là, ici, on peut voir par exemple l'édition de texte riche, où donc c'est globalement d'édition, enfin, ça permet de faire des éditions de texte avec un formatage simple. C'est pas au niveau de Microsoft Word, pas au niveau d'un traitement de texte, mais juste de l'édition simple avec des titres, bon, là des citations, gras, italique, souligné, barré, tout ce qu'il faut. Donc ça c'est l'application qui est la plus utilisée, je vais vous montrer les stats après. On a aussi l'édition de feuilles de calcul qui est faite via OnlyOffice. En fait, leur feuille de calcul est quand même assez bien faite, assez réactive, je trouve. Ça marche bien. Ça a accès à des fonctions financières assez avancées. J'ai fait quelques feuilles de calcul assez avancées avec. Donc, on offre ça du coup dans la partie Office. On offre donc les présentations. Où, comme vous pouvez le voir, cette présentation n'a pas été faite avec. Mais j'ai déjà fait des présentations avec, ça marche. C'est juste que j'ai plus l'habitude de faire des présentations. Bon, là, c'est du texte, mais à partir de fichiers texte que des trucs en what you see is what you get. On a du coup, comme je disais, des formulaires. Les formulaires qui permettent donc là, ici, à créer des formulaires, avoir un lien de preview. Bon, prochaine fois, il faudrait que je fasse ça peut-être. Montrer aussi l'onglet partage, qui permet justement de pouvoir voir qu'on a des auditeurs qui permettent de pouvoir auditer les réponses seulement, sans pouvoir éditer les questions, qu'on a un lien de réponse qui permet uniquement de répondre aux questions, et qu'on a un lien d'édition qui permet globalement de modifier les questions. Hop. On a aussi un éditeur de diagrammes qui est fait avec Draw.io, qui permet justement de faire des diagrammes comme ça, et qui peut faire. Bon, là, l'exemple de test n'est pas forcément très, très flatteur, mais qui permet quand même de faire des diagrammes assez avancés pour présenter des choses. Hop. Comme je disais, les Kanban pour l'organisation des projets ou autres, pour l'organisation. Après, ça utilise comme on veut, c'est assez malléable comme outil. On a aussi les calendriers partagés entre équipes, au détail près que ces calendriers ne sont pas exportables facilement. Enfin, on peut exporter les calendriers, mais seulement à l'instant T. On n'a pas encore de mécanisme pour pouvoir. On aimerait bien faire ça à un moment, c'est de pouvoir réussir à les intégrer à d'autres calendriers, parce que du coup, on aimerait bien quand même avoir tous nos calendriers au même endroit. Mais à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut faire, c'est exporter à l'instant T et du coup les avoir à ce moment-là. Mais autrement, on a un calendrier collaboratif où si on édite dans le calendrier, ça édite. Pardon ? On peut faire les deux, mais on peut seulement le faire à un moment. On peut seulement dire que si on va dans bon, là ça s'affiche pas, mais il y a un menu au-dessus dans le menu CryptPad, du coup on peut faire File, Import, et du coup là on peut importer et File Export, et du coup on peut exporter un point ICS. Et en plus, je crois que j'avais fixé ça il n'y a pas longtemps. Il y avait un bug avant, parce que la RFC de l'ICS est un peu. A des spécificités par rapport à la longueur des lignes et des trucs comme ça. Et donc, du coup, on a tout ça. On a aussi du traitement de texte type Word, comme je disais. On a un éditeur de Markdown de code. On a un éditeur de tableau blanc qui permet de faire de dessiner, de faire des tableaux blancs, travailler collaborativement avec un tableau blanc. On a un système de messagerie interne aussi également qui est chiffré de bout en bout là, avec de la crypto asymétrique. Et tout ce qu'il faut du coup pour le partage. Donc on a le partage interne par liste de contacts, qui est la manière la plus sécurisée de faire, parce que du coup elle est passée directement en interne, chiffrée de bout en bout sur nos serveurs, sans jamais donner les clés à personne en dehors. On a des listes d'accès, celles-là sont un peu moins sécurisées parce que du coup c'est fait côté serveur. Et ça fonctionne uniquement avec les personnes qui ont un compte. Mais du coup, ça permet uniquement de rendre le document accessible aux personnes qui sont qui ont le droit de voir le document. Et on a également un partage par lien. C'est celui qui permet d'envoyer nos documents à d'autres personnes, qu'on peut sécuriser et qu'il faut sécuriser par un mot de passe supplémentaire si on fait ça, puisque sinon le lien, au final, contient les clés et permettrait d'ouvrir le document. Et quand on a une protection par phrase de passe, ça va être la même chose que précédemment. Ce que je disais, c'est que du coup, cette phrase de passe va être utilisée pour dériver une clé. Donc, si on devine pas, il faut deviner la phrase de passe pour réussir à lire le document. Et donc, par rapport à ça, du coup, il y a tout un usage sécurisé de CryptPad qui va être très important. Donc ça, c'est résumé sur ce billet de blog. Je vais mettre les slides en ligne à la fin, sur la page des JDL, sur la page des JDLL. Et du coup, le truc, c'est cette page-là va résumer un peu comment utiliser CryptPad de manière vraiment sûre. Donc,
comment utiliser les liens de partage, pourquoi ils sont très sensibles, puisque comme je disais, dans le lien, on va avoir, plutôt faire ça. Dans le lien, on va avoir les clés qui vont apparaître. Cependant, le serveur ne les aura pas, puisque du coup, elles sont dans le fragment de l'URL, donc derrière le croisillon, ce qui fait qu'en fait, cette partie-là est uniquement lue par le client, donc par votre browser. Donc, il faut aussi savoir sur CryptPad que lorsqu'on partage un lien, on partage aussi l'historique complet d'édition. C'est la manière dont ça fonctionne. En fait, on envoie, on part du document vide et on applique les différents patchs. Après, il y a des checkpoints, mais globalement, on partage l'historique complet d'édition. C'est ce qu'il faut retenir. On n'a pas un anonymat complet, on a un pseudonymat, on est identifié par une clé publique, mais celle-là n'est pas forcément liée à notre identité. Enfin, on ne peut pas savoir via une clé publique à qui elle appartient. Mais on peut savoir quelle clé publique a édité quel document. Donc il y a quand même cette chose-là aussi à garder en compte. Donc c'est-à-dire que si on voulait vraiment utiliser correctement, il faudrait avoir plusieurs comptes, etc. et avoir des utilisations non liées. Sachant que derrière, en plus, c'est un peu plus technique parce que du coup, nous, notre offre, elle offre que sur un compte. Donc ça va vraiment dépendre de vos usages, mais il faut garder ça en tête. Et enfin, il y a un truc assez important, c'est qu'en utilisant CryptPad, on fait confiance à beaucoup d'autres acteurs à part nous. Donc la sécurité de votre OS. Donc précédemment, je parlais des keyloggers, des enregistreurs de touches, de frappe. On fait confiance au navigateur pour exécuter correctement le code qu'on lui donne. Et on fait confiance au navigateur pour ne pas faire fuiter ses liens aussi, également. Donc typiquement, dans l'historique des navigateurs, si on a activé la synchronisation des historiques entre les différentes machines, et bien nécessairement, on va leur envoyer ces données-là. Donc il peut y avoir ce genre de fuite, donc faire un peu attention à ça. Si on a un compte du coup d'un système de safe, de liens safe, de liens protégés, mais bon, ça rentre dans le détail. Et enfin, du coup, comme je disais, on a un usage idéal avec l'utilisation de compte, donc je parlais des liens protégés pour l'historique, et on a accès à toutes les fonctions de partage les plus avancées. Et enfin, on a notre modèle de menace, important à dire. Donc nous, on a un système d'administrateurs honnêtes mais curieux ou curieuses, ce qui veut dire que lorsque vous mettez vos données chez nous, même si on essayait de savoir, même si on est curieux, du coup on veut savoir ce qu'il y a dedans, on ne pourra pas réussir. Mais on est honnête, ce qui veut dire qu'on vous livre le vrai code. C'est la seule partie où en fait on pourrait imaginer, où il y a quand même une forte confiance en nous. Mais par contre, une personne extérieure aux administrateurs, administratrices est active, peut essayer de modifier les paquets qui passent sur le réseau, etc. Mais normalement ne devrait pas être capable de faire quoi que ce soit à partir des données qu'elle pourra exfiltrer ou autre. Et donc, du coup, comme on a une construction faite autour de la cryptographie, on va aussi avoir du coup des limitations. Donc je disais précédemment, un peu pour rigoler, on n'a pas de récupération de mot de passe. Et en fait, ça vient effectivement du fait qu'on ne stocke pas les mots de passe. On n'a aucun lien entre... lorsque vous loguez, vous générez vos propres clés. L'adresse d'un fichier qui contient vos clés, mais pas rentrer dans les détails, ce qui permet derrière de pouvoir changer les mots de passe, sinon un mot de passe serait à vie. Mais du coup, globalement, on ne peut pas récupérer vos mots de passe, tant plus que par ce système-là, un mot de utilisateur n'est pas unique. Parce que du coup, deux mots de passe différents pour un nom d'utilisateur, deux phrases de passe différentes, vont donner deux comptes différents, en fait, quelque part. C'est ce qui se passe exactement, on aura donc deux comptes différents. Et donc, on n'a pas moyen de récupérer cette information. D'ailleurs, quand on se connecte, il y a un gros message en rouge qui clignote, qui clignote pas, mais un gros message qui indique « Attention à vos mots de passe, vous ne pourrez pas les récupérer si vous les perdez ». Et vos fichiers aussi également, du coup. Oui. Si on change son mot de passe, oui. Ça va rechiffrer tous les fichiers avec la nouvelle clé? Non, du coup, c'est ce que je disais. Il y a une indirecte. Donc la question, c'était si on change le mot de passe, qu'est-ce qu'on rechiffre tous les fichiers? Donc non, puisque du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va chiffrer uniquement. En gros, lorsqu'on crée son compte, c'est ça. Les clés de chiffrement qui servent à chiffrer son drive, celles-là sont stockées dans un fichier qui va être chiffré avec les clés dérivées du mot de passe de la paire non utilisateur mot de passe. Et en fait, quand on change de mot de passe, du coup, on va rechiffrer que ce fichier-là avec les nouvelles informations. Voilà. Donc du coup, on n'a pas encore de révocation. C'est potentiellement possible, mais ça implique de modifier la partie cryptographique de CryptPad. Et c'est un peu sensible quand même à changer. Et en plus, il y a les questions après derrière de migration. Il faut s'assurer que tout fonctionne. Il y a la rétrocompatibilité parce que du coup, la migration doit forcément être faite côté client. Donc on ne peut pas juste lancer une routine sur le serveur et dire c'est bon, la base de données a été migrée. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Il faut que chaque client, lorsqu'il va ouvrir CryptPad, va vérifier si les choses ont déjà été migrées ou pas. Et si elles n'ont pas été migrées, dans ce cas, le faire manuellement côté client, ce qui peut être lourd par moment.
Il y a la recherche, comme je disais, sur plein de textes où on est aussi limité. On a l'édition hors ligne. Ça, c'est pas vraiment une limitation de la cryptographie, mais c'est une limitation du système de comment. Enfin, CryptPad est fait vraiment pour la collaboration. Et du coup, on n'a pas d'édition hors ligne à l'heure actuelle. Si on est déconnecté, en fait, le drive passe en mode lecture seule. Et comme je disais, il y a une confiance vraiment très forte sur les navigateurs. Et donc maintenant, je vais vous donner quelques chiffres de l'instance cryptpad.fr. Donc sur cryptpad.fr, du coup, on a quand même de plus en plus de gens qui l'utilisent. Donc on a globalement, on a 30% d'utilisateurs en plus qui s'inscrivent par mois. On a plus de 20% d'activité en plus sur les pads. D'ailleurs, maintenant, on est plus, le mois dernier, on était à 2 millions. Donc on a quand même pas mal d'activités. On a aussi la même chose, 200 000 IP uniques mensuels qui se connectent. Sachant qu'en plus, on a quand même un public assez biaisé vis-à-vis de la protection de la vie privée. Et que du coup, ces IP uniques ne veulent pas forcément dire grand-chose parce que les personnes vont passer par Tor, etc. Donc on ne sait pas vraiment, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. De la même façon, aussi à prendre avec des pincettes à cause de l'utilisation de VPN, par exemple. Mais la majorité des personnes qui utilisent CryptPad viennent des États-Unis d'Amérique. Donc un tiers. Et si on rajoute en plus l'Allemagne, on a la moitié des utilisateurs de CryptPad qui viennent de ces deux pays. Donc l'Allemagne aussi est historiquement assez proche, assez sensible à ces questions de protection de la vie privée. Et en plus, sur l'instance cryptpad.fr, il n'y a que 7% de Français qui l'utilisent sur l'ensemble de l'utilisation. Toujours à prendre avec des pincettes, etc. Donc ça, c'est assez intéressant comme statistique. Et on s'est aussi dit que du coup, sur les États-Unis, c'est aussi dû à l'effet du nouveau président, qui fait que les gens sont peut-être un peu plus intéressés à la sécurité de leurs données. Surtout après ce qui a pu se passer, ce qui s'est passé. Et ensuite, du coup, sur l'usage des applications, donc tout à l'heure, je vous ai parlé des textes enrichis. C'est ce qui va être le plus utilisé sur CryptPad. Donc presque 42% d'éditions de documents, c'est du rich text. C'est ce qui répond le mieux aux besoins des gens. Mais pas que, puisque du coup, là, en fait, j'ai pas trop parlé des nouveautés de CryptPad récemment. Je crois que je vais en parler après. Mais du coup, CryptPad a mis disponible à toutes et à tous l'édition de documents et de présentations, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'en fait, ce n'était pas encore assez stable. Donc on a corrigé un bug en hiver dernier qui nous a permis de pouvoir le release à tout le monde. Et du coup, on s'est rendu compte qu'au final, les documents sont quand même sont très utilisés. Et après, sinon, les formulaires sont assez utilisés, les Kanban, et puis le reste, c'est vraiment assez mineur. Par exemple, les tableaux blancs sont quasiment pas utilisés, etc. Les slides Markdown sont vraiment pas utilisés. On aimerait bien pouvoir en faire quelque chose de mieux, mais bon. Donc voilà. Et donc du coup, depuis l'an passé, comme je disais, du coup, on a des nouvelles applications, donc documents et présentations, donc je vous disais. Et donc du coup, c'est 17% de personnes qui utilisent les documents, c'est quand même énorme par rapport à la durée depuis laquelle elles sont disponibles. C'est aussi que c'est un produit que les gens utilisent beaucoup. Ah oui, et du coup, je vais juste revenir pour avoir ces stats. Hop, là. C'est qu'en fait, pour savoir quel code on va servir, du coup, cette partie-là, le type de document, le serveur doit la connaître. Et donc, c'est juste comme ça qu'on obtient ces données. On n'a pas de mouchard intégré à CryptPad qui permet de voir quel document vous éditez. Juste, Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. On regarde quelles pages ont été servies et puis on fait les stats à partir de là. Ah oui, encore, moi, quand j'avais le résultat, j'avais aussi des drives dedans, donc j'ai dû les virer et puis laisser Types faire sa magie pour faire des jolis pie charts. Les gens n'utilisent pas l'application code? Très peu. C'est dans les 3%, je crois que c'est 1%. C'est un des plus utilisés parmi les 3% de ce qui reste, mais non. Les gens n'utilisent pas trop l'application code. Alors nous, effectivement, en interne, on l'utilise beaucoup. Ça peut plaire à beaucoup. Mais après aussi, le nom est un peu trompeur parce que du coup, au final, c'est c'est quand même beaucoup utilisé pour des éditions Markdown, mais ça s'appelle code et du coup, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avant de cliquer dessus. Et même si c'est expliqué dans la doc, mais bon après, du coup, ça implique de lire effectivement la doc en détail, regarder chaque application ce qu'elle ferait. Et même, j'avais lu la doc pour Markdown Code, Markdown Slides, parce que je voulais faire des slides avec Markdown Slides une fois, pour faire un truc comme ça, mais j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais proprement. Et donc voilà, du coup, dans les nouveautés, donc je disais, on a ces nouvelles applications. On a eu un audit d'accessibilité l'été dernier, et du coup, qui a été relativement positif. Il a dit que CryptPad était assez accessible, mais qu'il y avait encore du travail à faire, et du coup, il a
Il est fait au fur et à mesure, c'est dans un projet sur GitHub si vous voulez suivre ce qui se passe. On travaille aussi sur l'amélioration de l'expérience mobile, donc on a des trucs qui marchent mieux sur mobile maintenant, oui. Qui marchent mieux sur mobile maintenant, avec une refonte du système de chargement qui rend le chargement un peu plus rapide. On a du coup on a amélioré aussi les performances sur le serveur en remplaçant la bibliothèque cryptographique utilisée, qui a réduit la charge du serveur cryptpad.fr assez drastiquement, puisque du coup, comme j'ai montré précédemment, du coup on a quand même beaucoup de trafic. Donc, en plus, bon là du coup j'ai montré sur un mois, mais en pratique, les charges sont quand même réparties sur des durées, sur les heures de travail. Même si on est réparti sur plusieurs fuseaux horaires, on voit quand même des pics. Enfin, il y a eu la mise en place de CryptPad Cloud qui permet justement de pouvoir créer votre propre instance CryptPad. Et donc du coup, pour la suite, nous ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir développer, intégrer la cryptographie post-quantique dans CryptPad, pouvoir protéger les données sur le plus long terme, puisque du coup on a dit que la sécurité était assez importante, était très importante pour nous. On a du coup pour projet de refondre le serveur pour qu'il puisse passer à l'échelle plus facilement, parce que du coup là, à cause de l'architecture monolithique de CryptPad, on est obligé d'avoir un seul serveur et du coup mettre beaucoup de ressources dedans, et on ne peut pas trop splitter cette charge. En plus, on a tant de trucs intégrés, donc c'est un peu compliqué. On aimerait avoir une application mobile, ça aussi c'est en travaux. On a la recherche sur données chiffrées qui est aussi en projet, on a des collaborations en cours sur ça. Et un remplacement pour CK Editor, du coup l'édition Rich Text qui est la plus utilisée et qui repose sur un outil qui est obsolète, qui est plus maintenu depuis l'année dernière. Donc on gardera par exemple la solution Blocknote pour l'édition de blocs. Le financement de CryptPad est entièrement transparent. Donc là, il y a le lien aussi également, qui est sur notre blog. On n'a pas d'investisseur, on n'a pas de VC investor, on n'a pas d'investissement par capital risque, on n'a pas de publicité sur CryptPad.fr ou ailleurs. On est financé à moyen terme par des projets de recherche. Mais la soutenabilité à long terme n'est pas encore atteinte. On a environ 1000 comptes individuels sur CryptPad. Donc ça, on peut savoir, parce que du coup, c'est ceux qui donnent de l'argent, donc ça, on a des vrais chiffres pour ça. Mais du coup, on a besoin de plus de financement indépendant. Donc pour ça, il y a Open Collective qui est là. Nous, on prend. Et enfin, pour faire plus de, comme je disais, du coup, pour avoir plus de clients côté business, du coup, on a aussi l'offre cloud qui vous permet de créer une instance cloud très facilement en quelques clics. Vous pouvez même l'essayer sur cryptpad.org try-cloud. Vous pouvez créer une instance, elle sera supprimée au bout de 7 jours et vous pouvez vous amuser à essayer de la personnaliser comme vous voulez. Si vous prenez une instance payante du coup pour une petite entreprise ou autre, vous avez le support client avec des gens extraordinaires et elle est entièrement personnalisable. Par exemple, là il y a eu il y a une instance qui a été connectée à ProConnect sur la suite.cryptpad.cloud qui vous permet de pouvoir de vous identifier avec un compte d'agent public français à CryptPad avec une instance personnalisée, avec une page d'accueil modifiée, globalement avec une instance personnalisée. Je finis vite parce que du coup, je vais bientôt dépasser le temps. Et donc du coup, pardon ? Oui, mais après, oui. Après, il y a des gens qui ont des trains aussi et autres, et dont je fais partie. Et donc, du coup, pour terminer, vos données sont précieuses, comme je l'ai dit. On n'a pas envie de les donner à n'importe qui, au big tech ou autre d'ailleurs. On a vraiment envie de protéger on veut protéger nos données, donc ça c'est mon conseil, protégez vos données. Nous, ce qu'on vous offre, c'est une alternative libre aux GAFAM, même si vous ne nous faites pas confiance en fait, même si j'ai montré qu'on peut nous faire confiance, on n'a pas besoin de nous faire confiance pour nous utiliser, justement, c'est là la partie qui est intéressante. Mais du coup, même si jamais vous êtes extrêmement paranoïaque, vous pouvez l'héberger vous-même, c'est open source, et c'est assez facile à déployer en plus. Et le but, c'est de proposer ces solutions-là avec le moins de friction possible pour les utilisateurs et utilisatrices finaux. Et du coup, on a effectivement quelques limitations. On peut malheureusement pas tout offrir, typiquement la récupération de mots de passe par exemple, à cause du chiffrement. Et aussi, il y aura forcément quelques ralentissements qui seront dus au fait que les données doivent être déchiffrées, des vérifications doivent être faites côté client, etc. Et il faut savoir aussi que c'est développé par une équipe de 10 personnes. Et encore, on a beaucoup grossi l'année dernière. Il y a 2 ans, on était 5. Mais j'en faisais pas partie. Mais du coup, le produit est en constante amélioration. On essaie de prendre en compte vos retours autant que possible. Donc c'est fait grâce à toutes ces personnes-là. Là, il y en a 11 parce que j'ai aussi mis le nom du CEO. Et du coup, si vous avez des questions ou des remarques, merci de votre attention et je les prends maintenant.
Oui. Hop. Moi, j'ai 3 remarques. Ouais. Oui. Une, Uno-Host Oui. a intégré Cryptad assez facilement. Oui, très récemment en Ça plus. s'installe en une petite demi-heure entre Uno-Host et Cryptad. Oui. Ensuite, l'installer directement sur une petite machine chez soi, c'est pas un problème non plus. Moi, ça tourne sur un Android qui est une toute petite machine, en fait, Oui. 2 gigas de mémoire. Oui, non, c'est pas très gourmand. Bon, évidemment, je n'ai pas 50 utilisateurs, mais Ni 200 000. j'ai dit 3. Oui. Et la troisième, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait plus d'aller-retour sur les sortes de bugs qu'on peut rencontrer ou de dysfonctionnements qu'on trouve, mais dont on ne comprend pas les solutions. Bah, oui. Alors du coup, pour ça, il y a le... Pour la dernière question, du coup, il y a le forum. Le forum, du coup, permet justement d'avoir cette interaction directe avec nous. Même si au final, ça va quand même passer principalement par notre ingénieur communauté et support, qui n'est pas trop disponible ces temps-ci, mais il y a le forum pour ça. Et après, c'est les bugs plus techniques, du coup, à ce moment-là, il y a le bug tracking de GitHub. Et effectivement, sur UnoHost, depuis quelques mois, on peut installer CryptPad via UnoHost, la dernière version, du coup. Oui. Oui, moi, c'est une question par rapport au fait qu'on ne peut pas récupérer, donc si on perd le mot de passe. Puis j'aime bien avoir une sécurité ailleurs, et donc je me disais aussi, est-ce qu'il est possible en fait de sauvegarder en fait son CryptPad, et quitte à aller même sur une autre instance en la restaurant. Ah. Est-ce que c'est la duplication, je sais. Alors c'est possible, c'est sûr que c'est possible. Après, est-ce que c'est possible facilement? Ça, je crois pas. Donc c'est pas. Mais au moins, on peut la sauvegarder. Oui, c'est ça. On peut la sauvegarder en local. Et ça veut dire que on peut la restaurer à l'instance où l'on est. Oui. D'accord. Oui. Ok. Et l'autre question, c'était de savoir aussi. J'ai testé rapidement et longtemps, mais les limites en fait. Je crois que c'est 2 gigas ou est-ce qu'il y a un comparatif entre la version public et pro, en termes de capacité, des fonctionnalités? Alors pour nous, du coup, on offre 1 giga à tout le monde, et après, 1 giga et puis 25 gigas si on paye. Comment? 25 si on paye, et après les offres pour les entreprises qui sont un peu différentes. C'est uniquement la différence de taille. Oui. Les mêmes fonctionnalités. Oui. Avant, en fait, il y avait la différence justement sur Exactement. Il y avait la différence sur documents et présentation. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est vraiment la seule différence, c'est la taille. Okay. Et le support. Parce que du coup, si on paye, on a un support D'accord. Et le coût accéléré. Par an, le coût par an pour la version 25 Go. Le coût par an pour la version 25 Go, je crois que c'est... Je sais plus. J'avoue que... Commercial. J'avoue que je ne sais plus. Je vais juste regarder rapidement. C'est pas grave. Dernière question, c'est par rapport à la gestion en fait. La comparaison par rapport à Nextcloud, parce qu'on utilise aussi pour une association sur Nextcloud, le Drive. Et les fonctionnalités sont un peu similaires parce que c'est l'utilisation principale qu'on a dans une association, ça va être la gestion des fichiers en fait, avec les droits associés, etc. D'accord. Et donc, est-ce que Cryptad a actuellement, je dirais, les mêmes fonctionnalités, même si c'est pas idéal, mais non. Non, en fait, c'est ça. En fait, c'est que Cryptad est quand même, en termes de gestion de fichiers, et on a quand même beaucoup moins de fonctionnalités que Nextcloud, dont c'est le cœur de métier principal. Il y a moyen d'intégrer la collaboration via Cryptad. Il y a des prototypes qui sont sur GitHub, qui fonctionnent, mais qui permettent du coup de passer par Cryptad, d'utiliser Cryptad pour faire de l'édition collaborative sur OnlyOffice. Bon, après, c'est pas chiffré de bout en bout, c'est-à-dire que la collaboration sera chiffrée de bout en bout, mais au final, le fichier final sera stocké sur Nextcloud, et donc là, du coup, la sécurité va dépendre de la sécurité du Nextcloud. Mais oui, c'est l'heure, je crois. Et du coup, Et du coup, la réponse, c'était 55 € par an pour un plan personnel, ou 5 € par mois. Ça, la granularité. Juste dans Palis tout à l'heure, il me semble qu'il y a un Fomaniac aussi qu'on peut rajouter.
Ok. Ah oui, mais je ne sais plus ce qu'ils utilisent derrière. C'est un provider suisse et Oui. en fait maintenant ils ont fait une annonce comme quoi ils allaient crypter aussi leur. Ouais, ok, oui. Et ils utilisent du libre aussi, puis maintenant ils viennent de mettre Microsoft. Enfin, en fait, on a les deux. Ok. Non, c'est pas n'Instant pas, mais juste Oui, dans les. oui, tout non, à l'heure, dans les le précédemment, concurrences, ouais, dans le tableau. Bon, après, Ah, j'ai fait planter. Mais oui, bon. Celui-là. Et voilà, donc... pas mal. Pas mal. Hop, bien, merci de votre attention. Oui.